10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Le match le plus difficile à pronostiquer. Le Classico en général, le premier Classico de la saison en particulier, ce Classico du dimanche 26 octobre 2025, encore plus que tous les autres. Donc les amis, j'espère que tout roule pour vous. Je voulais prendre le maximum de temps, ça fait 48 heures que je suis sur ce sujet. Je voulais vous retrouver samedi. Et c'est un plaisir de vous retrouver en ce début de week-end pour parler donc du Classico. Il y a d'autres matchs qui m'intéressent ce week-end, notamment Naples-Inter. C'est aujourd'hui à 18 h, ça va être cool. Et du coup, demain, je pense, on en parlera aussi. Dans l'analyse du méga match du début de saison. Real-Barça au Bernabéu, dimanche 16h15. C'est le grand rendez-vous. Je voulais prendre le maximum de temps pour avoir le plus d'informations possible. Peut-être que ces informations, c'est effectivement Lamine Yamal qui met un petit peu d'huile sur le feu. Tu penses que vous allez remettre 0,4 lui demande un streamer espagnol. J'ai pas dit ça, mais c'est possible. Puede ser, il a dit. Le Real, bien sûr, oui, ils volent, ils se plaignent des déclarations qui ont déjà commencé à mettre beaucoup de piment dans ce match, beaucoup d'huile sur le feu avant ce Classico. Et je vais dire, si on fait un petit aparté rapide, ce genre de déclarations, elles plaisent pas à certains. Moi, j'aime bien, je suis nostalgique de mes Classicos des années 2010, j'aime bien quand ça chauffe. J'aime bien quand ça chauffe, j'aime bien quand il y a de la bagarre, que ça reste dans la limite du raisonnable. Mais si on peut avoir de plus en plus de friction, de plus en plus de tension, des mecs qui s'aiment pas, ça me rappellera les grandes heures pour moi de ce méga match. Donc ça me va très bien. Ça me va très bien. Et ouais, parlons un petit peu de ce Real-Barça. C'est sûrement, alors je suis allé checker, c'est sûrement le match le plus joué des 5 championnats majeurs. Il n'y a pas si longtemps, il y en avait d'autres. Aston Villa, Everton, Liverpool, Arsenal, même Real contre Athletic Bilbao, qui était avant l'émergence du Barça au XXe siècle. L'Athletic Bilbao, c'était le deuxième gros club d'Espagne. Mais des 5 championnats majeurs, je crois que c'est Real-Barça le plus joué. Si on sort des 5 championnats majeurs, le Old Firm, Celtic contre Rangers, il se joue 4 fois par an et plus avec les coupes, donc il y a genre quasiment 500 matchs. Mais Real-Barça, 262 matchs, si on en croit les stats. Elles ne sont pas faciles à confirmer et vérifier à 100% de certitude, mais de ce que j'ai vu en essayant de recouper le plus de ces informations, le Classico, ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait depuis 1902, plus de 120 ans qu'on joue des Classicos, donc c'est pas facile de trouver des stats absolument fiables, mais j'ai l'impression qu'il y a 105 victoires pour le Real, 104 pour le Barça. C'est tellement serré, on joue ça depuis plus d'un siècle, et il y a 6 petits buts pour départager les deux. 437 buts pour le Real, 431 pour le Barça. Les chiffres, ils sont pas évidents à déterminer, mais ce qui est certain, c'est que le Classico qui arrive demain, il est immense. Pour 4 raisons. Il est immense d'abord parce que c'est un Classico de la vengeance, pour un Real qui a été battu 4 fois sur 4 la saison dernière. Il est immense parce que c'est un Classico de la tendance. Le vainqueur sera premier de Liga. S'il y a un vainqueur, et si c'est le Real, ils prendront déjà 5 points d'avance sur le Barça. Un gros pas fait en direction du titre. Si c'est le Barça, c'est que plus 1 par rapport au Real, 25 points par rapport aux 24 du Real, mais en ayant déjà joué le Classico à l'extérieur et en recevant donc au retour, peut-être même déjà dans le nouveau Camp Nou, c'est le 9 mai, si je ne dis pas de bêtises, début mai en tout cas, c'est une des toutes dernières journées du championnat, donc ça les mettrait dans une bonne position. Le Classico de la vengeance, le Classico de la tendance, le Classico aussi de la défense. Le Barça et le Real sont dans le top 4 des meilleures attaques d'Europe en nombre de buts marqués, sont tous les deux top 2. Top 2 sur 96 des 5 championnats majeurs, 96 équipes. C'est numéro 1 et numéro 2 en XG. Après, ils ont joué plus de matchs par exemple que le Bayern, 9 par rapport aux 7 du Bayern. Mais s'ils sont très prolifiques offensivement, derrière, c'est pas tout à fait la même histoire. Top 2 en XG tous les deux, mais en XGA, il faut descendre pas mal. Dans ce classement des 96, le Real est 44e avec déjà 10 XG concédés. Le Barça est même encore pire, 55e. Là aussi, le fait d'avoir joué quelques matchs en plus que les autres, ça alourdit le bilan et ça les fait descendre un peu plus bas. Mais on sait que défensivement, les deux sont poreux.
Donc c'est aussi un classico de la défense. Enfin, c'est un classico immense car c'est un classico de la réponse. Ces deux méga monstres du continent ont un potentiel quasi infini, un niveau plafond méga élevé, mais aussi énormément de questions à adresser. C'est le match de cette fin d'année. Le Barça n'est pas du tout favori en déplacement. Ils sont à 3, la cote des Catalans. À 3, le Real est à 1,85. Je me souviens déjà l'année dernière que le Real était favori avant le premier Classico. Et ils avaient pris 0,4 ou 1,4. Ça avait mal tourné pour eux. C'est la situation de ce Classico de demain. Le Barça est à 3. Il y a Lamine Yamal buteur pour assumer ses déclarations à 2,50. Mbappé est à 1,60. J'ai vu aussi un pari Mbappé et Yamal buteur, les deux à 3,75. On a les deux équipes qui marquent, Mbappé buteur 1,82, le Real qui l'emporte avec un but de Kylian 2,15. Les amis, vous le savez, ces cotes, vous les trouvez sur Winamax. Avec le lien en description, vous avez la meilleure offre de bienvenue de France, l'offre Winamax Willou. Vous cliquez sur le lien, vous faites un premier dépôt. Quoi qu'il arrive, votre premier pari, s'il est perdant, il sera remboursé en cash immédiatement. Donc pas de risque sur ce premier pari. Et vous recevez aussi direct à l'inscription 10 € supplémentaires encore en cash. En plus de ça, cette saison Winamax a mis en place la garantie 2 buts d'écart. Donc si vous pariez sur le Barça, qui mène de 2 buts dans le match, qui se font rattraper, c'est pas grave, votre pari aura déjà été payé. Pareil pour le Real. Dès que votre équipe mène de 2 buts, le pari est immédiatement payé. Si vous avez prévu de vous inscrire sur Winamax, n'hésitez pas à le faire avec le lien en description parce qu'il me rémunère à chaque utilisation. Ça m'aide beaucoup. Si vous avez prévu de le faire toutefois, bien sûr, soyez majeur, c'est interdit aux mineurs. Faites attention, les classicos, les matchs les plus imprévisibles de la saison, saison après saison, comme la Champions, les gros matchs, c'est tellement dur de savoir ce qui va se passer. Moi, je vais vous donner un prono à la fin. La réalité, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. J'attends juste impatiemment le match. C'est pas nécessaire de parier pour kiffer. Voilà, soyez conscients de tout ça. Et on peut passer à notre preview. Commençons avec le Barça. On peut aller assez vite sur la présentation. On les connaît. Ces bandits qui étaient la saison dernière la meilleure attaque d'Europe, la seule équipe en championnat à avoir dépassé la barre des 100 buts. Bon, si le Bayern était dans un championnat à 20 équipes, il l'aurait dépassé, clairement. Mais le Barça était très fort offensivement. Cette saison encore, on l'a vu, deuxième en volume d'XG sur 96. Et ils l'ont fait, tout ça, avec l'absence de Rafinha depuis fin septembre, avec Yamal qui a joué que 50% des minutes, grosso modo, depuis le début de saison. 3 semaines qui sont sans Robert Lewandowski. Mais Rashford a step up. Fermin a step up de ouf. Rooney a été intéressant dans ses minutes, j'ai trouvé. Ferran Torres aussi pas mal. Offensivement, le Barça, avec ses forces vives, avec son approche, les stats le montrent, ça reste encore pour moi l'étalon or en Europe. Le Bayern concurrence, le Real a un petit peu plus d'XG, il peut y avoir discussion, mais je trouve qu'il y a peu d'équipes qui sont aussi dangereuses offensivement que ce Barça, notamment parce qu'ils ont ce mec, on peut en faire une partie de notre preview, ouais, mais quant à Lamine Yamal et Pedri aussi, pour moi, les deux meilleurs joueurs du monde, sans doute, à l'heure actuelle, pour moi. Ouais, il y en a quelques autres dans la conversation, mais je serais très content de démarrer un match, peu importe qui y a autour, avec Lamine Yamal et Pedri. Ils explosent le plafond, ils font tellement monter le plafond de ce Barça que méga force. Toutefois, comme on l'a dit, à la défense, elle est inquiétante. Déjà 10 buts encaissés en Liga, ça en fait la 50e défense sur 96, 55e en XG. Et ils ont pris autant de XG quasiment que la Cremonaise, l'Espagnol, Crystal Palace, Bournemouth, Torino, Fulham, etc. Le Barça souffre en 12 matchs cette saison, que 3 clean sheets pour eux. La saison dernière, déjà, ils en ont pris 39 en Liga et 23 en Champions. 72 cumulés la saison dernière sur toutes les compétitions, avec Supercoupe et Copa del Rey. Donc ça fait un moment que le Barça souffre défensivement, mais encore plus sur ce début de saison, où on a vu les stats, elles sont assez inquiétantes. 24 big chances encaissées en Liga. Il n'y a que Séville, Girona et Levante qui font pire qu'eux en Espagne, qui concèdent beaucoup de grosses occasions, 3 ou 4 face à face avec le gardien par match. Leur pression marche beaucoup moins bien, avec les absences de Lewandowski, de Rafinha. Le nombre de ballons gagnés dans le dernier tiers a chuté de 10 à 8 par 90 minutes. Le piège du hors-jeu marche beaucoup moins bien, on en parle depuis des semaines, avec l'absence aussi d'Inigo Martinez qui est parti. Peut-être qu'il y a moins de qualité dans l'alignement, peut-être que quand la pression est plus battue, ce piège est plus exposé.
La réalité, c'est qu'en 2, dans Tiflik, les adversaires ont aussi commencé à trouver la parade. Contre Séville, bien sûr, c'était très visible la défaite 4-1. Contre Girona, que ce soit juste parce que la ligne est pas très bien ajustée, tu peux envoyer ton mec dans la profondeur. Sinon, juste partir derrière la médiane et même dans des appels axiaux, pas forcément juste chercher le côté après remiser vers le 9, comme on a vu déjà la saison dernière les équipes le faire, avec Dumfries, même le Bayern de Kane, etc. le faisait. Mais là, juste des départs, le run, la course, elle est timée juste avant la médiane et séquence après séquence, Girona s'est infiltré et aurait pu gagner ce match assez clairement. Il y a le piège du hors-jeu, mais il n'y a pas que le piège du hors-jeu dans la vulnérabilité défensive du Barça, c'est ça aussi qui m'inquiète pour eux, sur des choses très simples comme des centres entre les deux centraux, Podence pour El Khabi ici, ce but il sera finalement annulé, c'est un penalty qui sera donné, mais ouais, les deux sont battus dans les airs, entre deux, ils prennent beaucoup de buts, et s'ils nous ont donné autant de matchs kiffants l'année dernière, le 5-4 contre Benfica, 4-4 contre l'Atleti, la demi-finale contre l'Inter où ils en prennent 7, même les classicos, s'ils nous ont donné autant de matchs kiffants, c'est aussi parce qu'ils ont laissé l'adversaire exister dans ces rencontres en prenant 3, 4, 5 buts par match. Bien sûr donc, ce Barça est vulnérable défensivement, on le sait. Le Real Madrid. Le Real Madrid, pour moi, la manière la plus simple de les définir, j'en ai parlé dans le Power Ranking avec Stan la dernière fois, pour moi, le Real, c'est pas très compliqué. Le tout est très visiblement inférieur à la somme des parties, mais les parties sont tellement fortes. Quant à Kylian Mbappé, qui est en état de grâce, qui a déjà 15 buts cette saison avec le Real, il a marqué dans 10 des 12 matchs en club, plus 3 en équipe de France, il me semble, donc 18 déjà, toutes compétitions confondues, club plus sélection, un début d'année. Grosso modo, il y a Kane, il y a Haaland, il y a lui. C'est la revanche de ceux qui devaient gagner le Ballon d'Or il y a quelques années. Ils sont de retour sur le devant de la scène et en plus servis par Arda Güler, les deux qui combinent tellement bien. Avec ne serait-ce que cette liaison, le Real Madrid est extrêmement dangereux. Kylian Mbappé, bien sûr, meilleur buteur de Liga. Arda Güler, deuxième meilleur passeur de Liga avec 4 passes décisives. Il est en train de vivre sa breakout year. Arda Güler est premier en expected assist par 90 minutes, en passes clés, et le deuxième mec avec le plus de passes clés, c'est aussi Kylian Mbappé, 23 pour les deux. Les deux combinent super bien, Mbappé est en état de grâce, forcément ça te rend très dangereux, et quand tu ajoutes à ça Thibaut Courtois dans les buts, il suffit peut-être de ça pour gagner des matchs. Un 9 élitissime, le meilleur gardien de la planète sur sa ligne, et le Real sera dans pas mal de matchs. Le truc qui m'inquiète avec eux, c'est que le seul, peut-être, vrai énorme test, bon, la Juve c'était intéressant, c'est un test dans une certaine mesure, mais le plus gros test de leur saison contre l'Atleti, ils ont brillamment échoué. 0,66 XG créé dans ce match, 6 petits tirs seulement, la pression régulièrement battue comme ici. La pression c'est mieux avec Xabi Alonso, les stats avancées montrent de légères améliorations sur le nombre de ballons gagnés dernier tiers, un peu plus de recoveries dans la moitié de terrain adverse. C'est mieux, mais c'est pas encore bon, je dirais. Il partait d'assez loin. Et quand je vois cette pression battue par l'Atleti, même par la Juve dans ce match, elle n'est pas encore top niveau. La construction, le build-up, pareil, je trouve qu'il y a pas mal de moments de pauvreté, et Tchouaméni, juste en 6 seul souvent, ça correspond pas exactement à ses qualités. Et le Real peut être vulnérable face à de la pression adverse. Ils défendent assez mal les centres aussi, comme le Barça. Donc après ce match contre l'Atleti, ma première impression, c'était qu'est-ce qu'ils savent véritablement faire collectivement. Et c'est une équipe avec des trous et des lacunes dans beaucoup de zones. Est-ce qu'ils ont assez pour être compétitifs dans les grands matchs, où leur supplément de talent individuel s'estompe légèrement? Pas ce classico. C'est la réponse. Honnêtement, cette question-là, c'est peut-être la question la plus fascinante en Europe en ce moment. Parce que le plafond de ce Real, forcément, il est immense. Le coach, je crois en lui. Je trouve qu'ils ont beaucoup de très bonnes pièces. Est-ce qu'ils sont capables, dans les gros matchs, réellement d'être à la hauteur? Alors, parlons un petit peu des angles tactiques et peut-être même des 11 qui vont être choisis. J'ai beaucoup d'incertitudes ici. Le Barça se présente avec beaucoup d'absents, on le sait, Olmo, Gavi, Rafinha et pas remis, Lewandowski pas remis, Johan Garcia manque encore à l'appel, donc ce sera Chesney dans les buts, même Flick est suspendu, et justement suspendu. Mais la ligne de 4, Baldé ça devrait être ok, Koubarsi c'est ok, Koundé était absent au dernier entraînement, mais apparemment il est de retour. On sait aussi que Araujo face à Vinicius, c'est régulièrement quelque chose qui est mis en place
côté Barça. Est-ce qu'il sera central à la place d'Eric Garcia? Est-ce que Koundé sera donc maintenu? Est-ce que c'est Araujo à la place de Koundé? Si je devais absolument parier, je dirais peut-être juste statu quo, Baldé, Garcia, Koubarsi, Koundé et Araujo sur le banc, peut-être pour le faire rentrer en tant que neuf super sub dans le money time. Mais il y a une petite interrogation déjà sur la ligne de 4. Ensuite, au milieu de terrain, De Jong, Pedri, ça absolument aucun doute. Une ligne devant, ils ont peut-être réussi à enregistrer le retour de Ferran Torres juste à temps, parce que, par exemple, contre l'Olympiakos, ils font jouer Dro en tant qu'ailier gauche, Rashford 9, Fermin 10, Yamal ailier droit. Dro titulaire dans le Classico d'entrée, j'ai bien aimé son match contre l'Olympiakos, mais ça te met pas... C'est clairement un pari. Et donc peut-être que Ferran va revenir à temps, ce serait je pense une très très bonne nouvelle pour le Barça, parce que non seulement ça t'enlève la question de mettre un Dro ou un Tony Fernandez qu'on a vu dans le match l'autre jour contre Girona qui était sorti à la mi-temps parce que c'était un peu difficile pour lui, ça te permet de mettre des vrais vétérans, des mecs qui ont de l'expérience dans les classicos, mais aussi de mettre Rashford sur le côté, où pour moi c'est plus intéressant qu'en neuf. Donc si Ferran revient, très très bonne nouvelle. S'il revient pas, je ne sais pas exactement ce que le Barça fait. Pour moi, Fermin, c'est véritablement le 10, contre l'Olympiakos aussi. Je ne pense pas que tu puisses faire un milieu De Jong, Casado, Pedri, avec par exemple Pedri une ligne plus haut. Je ne crois pas que ce soit l'idée de ce Barça. Donc peut-être ce serait effectivement mettre Dro titulaire d'entrée. Il y a Rooney Bargi que j'aime beaucoup, mais c'est vraiment à la place de Yamal, donc c'est pour peut-être une entrée en fin de match. Mais encore, parce que Yamal, on l'imagine jouer les 90 minutes dans un Classico. Les autres options, Gérard Martin, voilà, latéral gauche, Marc Bernal vite fait, mais il n'a pas encore beaucoup joué, il n'a pas encore ramp-up. Donc, ouais, j'imagine retour de Ferran, et ça c'est le... Au vu des circonstances, des absences de Rafinha et Lewandowski, pour moi, c'est la meilleure situation pour ce Barça. Et maintenant, pour le Real, je suis presque convaincu qu'on va assister à un coup tactique de Xabi Alonso. Donc là, j'ai mis, par exemple, l'autre jour contre la Juve, Valverde, Militao, Asensio, mais il va y avoir sans doute retour de Huysen, et ce serait une très très bonne nouvelle pour le Real. Carreras, ça c'était la ligne de 4 avec Asensio plutôt que Huysen. Si Huysen est effectivement remis, c'est déjà une vraie bonne chose pour les Madrilènes. Courtois dans les buts, évidemment. Ensuite, l'entrejeu, Tchouaméni, Gouler, Bellingham. Ça, c'était honnêtement le 4-3-3, et c'était vraiment 4-3-3. En 1-2, comme ça, c'était ce qu'on a vu contre la Juve, et je suis pas très très friand de ça, j'en ai parlé avec Stan aussi, dans le Power Ranking. Pour moi, le Real a eu de très grands succès, et sa période dorée, dynastique des dernières années, avec une animation similaire, avec même, je peux dire, un profil similaire en Casemiro à la place de Tchouaméni. C'est pas exactement le même joueur, mais grosso modo, la solidité défensive avant tout, le jeu long, et il y a des choses qui ressemblent. Mais Casemiro pouvait difficilement exister sans Modric et Kroos à ses côtés, des vrais 8, des vrais manieurs de ballon, des mecs qui trouvent l'espace à l'intérieur, qui ont la qualité de renversement, des vrais 8 pour épauler ton 6. Là, je trouve qu'avec Gouler et Bellingham, c'est pas vraiment des vrais 8 dans cet entrejeu. C'est des 8-10, voire des 10, voire des faux 9 pour Bellingham, mais qui adore prendre la profondeur sur beaucoup de situations, faire l'appel dans le dos de la dernière ligne. Ça, c'est pas Modric, ça, c'est pas Kroos. Et je trouve que Tchouaméni est régulièrement un petit peu abandonné comme ça sur ce poste de premier relanceur. Ça donne des actions comme ça, où honnêtement, le build-up est difficile. Et là, c'était avec Valverde à l'intérieur. Mais pareil, Valverde et Tchouaméni comme double pivot, face à de la pression, très très compliqué. Donc ça, j'ai une vraie interrogation. Je sais pas si c'est là-dessus qu'Alonso va agir, parce que je vois pas beaucoup de réponses dans cet effectif. Moi, ça fait un moment que je dis peut-être il faut tenter, mais là, il revient à peine. Je pense pas qu'il sera titulaire. Dur à dire, mais je pense pas. Peut-être il faut tenter une animation où dans ton 3-2-5, Trent vient former le double pivot, comme on l'avait vu à Liverpool de Jürgen Klopp, avec sa qualité de jeu long, avec sa vision. C'est peut-être ça une des solutions pour la construction basse de ce Real. En l'état, Tchouaméni, Gouler, Bellingham, ça me semble assez peu press resistant. Et j'ai une petite inquiétude pour eux par rapport à ça. Vini, Mbappé, je m'attends évidemment à ce qu'il soit titulaire. Sur le côté gauche, il y a une interrogation. Mastantuono, Brahim, on n'a même pas parlé de Rodrigo. Honnêtement, Rodrigo l'a mise au placard. Bon, il y a peut-être des circonstances, mais
Peut-être qu'il y a un monde aussi où tu le fais démarrer titulaire. Ce serait un peu une surprise vu les derniers matchs. Mais Mastantuono, Brahim, est-ce que Camavinga, je crois qu'il est remis. Il était sur le banc contre la Juve. Gonzalo Garcia est entré, mais je ne m'attends pas à le voir titulaire. Ça, c'est... Si je devais absolument parier sur quelque chose, peut-être que je parie sur ça. Mais je peux totalement envisager face à une adversité qui est tellement spéciale tactiquement, Xabi Alonso, grand tacticien, je peux totalement envisager une vraie surprise et une mise en place avec une idée forte et un parti pris fort de Xabi Alonso. Le Barça a des gros problèmes de disponibilité et notamment de sortie de banc. Le Real, je pense, a un petit peu plus d'armes dans cette configuration, avec notamment les retours de Huysen, sur la possibilité d'avoir Rodrigo Mastantuono, Brahim sur le côté droit. Ils ont peut-être un petit peu plus de solutions. Mais voilà, ça, disons, c'est les forces vives. Sur les éléments tactiques réels, qu'est-ce qui pourrait faire pencher ce match dans un sens ou dans l'autre? J'ai 4 trucs. Le premier, clairement, le piège du hors-jeu du Barça qui marche plus, qui marche moins. Quand tu as la possibilité de lancer Mbappé dans le dos de cette ligne, lancé par Gouler par exemple, c'est effrayant. Forcément, c'est effrayant pour le Barça. L'année dernière, on s'en souvient, un premier classico de la saison, un premier classico anti-flic, 8 hors-jeu de Kylian Mbappé. Le Real avait été pris hors-jeu plus d'une dizaine de fois. Aujourd'hui, ce sera différent. Demain, ce sera différent. Maintenant, ils savent s'adapter. Le Barça a plus Inigo et le piège du hors-jeu marche moins bien. Je serais surpris de voir Mbappé hors-jeu plus de 2 fois, plus de 2-3 fois. Je pense que les appels vont être très bien timés. Je pense qu'il va être très bien servi. Ça va être une menace systématique, Mbappé dans le dos. Et il n'y a pas que Mbappé. Vinicius aussi. La prise de Carreras, ses courses profondes, elles sont très dangereuses. Même Valverde, on le sait, capable de répéter les efforts et de proposer dans le dos. Donc, le Real, là, a beaucoup d'armes, des armes en plus, et une meilleure adaptation par rapport à ce problème tactique spécifique. La pression du Barça, comme on a dit, elle a significativement baissé en qualité, et il n'y aura toujours pas Lewandowski, toujours pas Rafinha, donc ce piège du hors-jeu va être plus exposé. Le milieu du Real Madrid, pour moi, c'est un problème, j'ai commencé à en parler, et là, Tchouaméni, Gouler, Bellingham, aucun vrai 8 manieur de ballon dans cette équipe, et qui aime être dans le rond central, trouver les petites passes, le petit jeu, les petites orientations de corps pour permettre de s'installer dans le bloc dans la moitié de terrain adverse. Le fait que le Real ait aucun véritablement de ses profils et que le Barça va avoir en entrejeu De Jong, Pedri et Fermin en décrochage, ok. Là, je m'attends à une vraie supériorité et évidemment pour moi, le Barça va avoir la possession, nettement la possession. Et ils peuvent faire tourner un petit peu et je pense qu'ils seront très très résistants aux tentatives de pression du Real. Ce qui est pour moi le troisième point, est-ce que le Real va presser? C'est un peu mieux, mais je ne crois pas que ce soit suffisamment fort pour affronter le Barça, pour véritablement pour gêner le Barça dans sa construction basse. Parce que le Barça a des problèmes, mais ils ont toujours leur identité Masia, ils ont toujours De Jong, Pedri, ils ont toujours beaucoup de qualité à la sortie. Ils vont être durs à aller chercher. Donc, je me demande quelle sera l'approche de Xabi Alonso par rapport à ça. J'ai peur que s'ils y vont véritablement, mais sans être déterminants dans leurs interventions, j'ai peur qu'ils prennent un petit peu une tempête. Enfin, pour moi, le dernier point un peu micro-tactique, un duel. Yamal Carreras, ça c'est une nouvelle donne, mais pas tout à fait nouvelle, parce qu'on l'a beaucoup vu la saison dernière. Benfica-Barça, 2 fois, et à chaque fois, Carreras, c'était pas mal. Alors, il y a eu quelques dribbles qu'il a pris, mais dans l'ensemble, il a plutôt bien résisté. Je me souviens, après ce match, le 5-4 à Lisbonne, 5-4 pour le Barça, je me souviens d'avoir dit direct que Carreras, c'était un des premiers en Europe à montrer une solution et à être bien résistant dans les duels. En plus, avec sa menace en projection, il était dangereux à la récupération. Carreras-Yamal, round 3. La dernière fois que Yamal a joué un mec qui lui avait un peu posé problème il n'y a pas si longtemps, Nuno Mendes, après le match de Ligue des Nations, et là on a vu en début de saison contre le Paris Saint-Germain à Montjuïc, ça avait tourné clairement en faveur de Nuno Mendes. Carreras et pas Mendes, mais il va y avoir une vraie question, et pour Yamal il va falloir back-up les paroles d'il y a quelques heures. Ça va être très intéressant, je partirai quand même sur Yamal. Carreras fait pas un excellent début de carrière madrilène, mais vrai duel dans cette zone. Donc voilà, à la fin, beaucoup d'éléments et pour moi beaucoup d'incertitudes sur ce match. Comme je dis, Classico toujours dur à anticiper, surtout le premier de la saison.
Et surtout avec le Barça dans cette configuration, avec beaucoup de monde qui manque. À la fin, beaucoup de monde qui manque, et depuis le début, et ça affaiblit tellement ta structure. Sur la pression de la première ligne notamment. Rafinha, Lewandowski, c'est peut-être encore plus sans ballon qui manque qu'avec. Joan Garcia pour la sortie aussi, la qualité de pied, le fait que le Barça soit sans lui sur le piège du hors-jeu, il sortirait beaucoup plus aussi, il serait beaucoup plus gardien libéraux que Chesney, et ça aiderait énormément pour colmater les brèches de ce piège du hors-jeu qui est en train de de rencontrer un problème, mais avec Garcia ce serait mieux aussi. Donc le Barça, il leur manque beaucoup de monde, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ce monde va continuer de leur manquer dimanche. À la fin, quand il faut pronostiquer, et comme j'ai dit, je vois beaucoup de buts dans ce match. Entre les deux attaques qui ont généré le plus de XG d'Europe, 20 buts pour le Real, 24 pour le Barça. Il n'y a que 4 équipes en Europe qui ont dépassé la barre des 20. Tu ajoutes à ça le Bayern et l'Olympique de Marseille. 2 des meilleures attaques d'Europe, mais 2 des pires défenses. 44e en XG pour le Real, en XG concédé. 53e pour le Barça. Si tu vois un 0-0 dans ce match, t'es fou ou t'es très très fort. Je vois un Classico avec beaucoup de buts. Je me souviens que le premier Classico la saison dernière, comme je disais, le Real était favori et pourtant on voyait le Barça. Pourtant on voyait le Barça dès le premier. La qualité collective qu'avait exprimé le Barça sur le début de saison, on les voyait devant. Ils sont pas favoris là encore une fois. Ils sont à 3. 3 c'est intéressant quand même pour le Barça. Et encore une fois, comme je dis, 2,50 pour Lamine Yamal. Je trouve ça très très intéressant. Mais, malgré tout ce qu'on a dit, malgré le fait que je pense que le Barça est encore fondamentalement meilleur et que quand ils récupéreront toutes les armes qu'ils ont, leur fond de jeu est plus avancé, leur projet est plus avancé, et je les trouve très vulnérables en ce moment. Mais très très vulnérables. Et quand je te vois encaisser 4-5 occasions franches comme ça contre Girona, contre Séville, pouvoir être mené 4-0 à la mi-temps, sur les situations qu'on a vues, j'ai peur de ce qu'ils vont prendre face au Real dans le dos. C'est peut-être leur kryptonite du moment. L'effectif est affaibli. Et cette fois, Mbappé est vraiment en top forme. Genre, sensationnel. Donc, il ne sera pas 8 fois hors jeu. Il ne sera pas 8 fois buteur non plus. Mais il sera buteur pour moi. Et honnêtement, dans ce match, je vois le Real l'emporter. Et j'aurais pas pensé dire ça il y a quelques semaines, en début de saison. Mais au vu des absents, au vu de la donne, et de tout ce que j'ai vu du Barça récemment, j'ai une légère inquiétude pour eux. Je pense que ça peut être très très serré. Mais je dirais le Real l'emporte. Et genre 3-2. Et l'autre score avec lequel j'hésite, c'est 4-3. Donc évidemment, c'est pas les scores les plus probables. 12,50 la cote du 3-2, 36 la cote du 4-3. Ok, sinon on peut partir sur le truc le plus... toujours le plus probable, un partout à 8,50, ok, bien sûr. Mais si je dois mouiller, le Real qui l'emporte dans un match avec beaucoup de buts, les deux défenses sont pauvres, les deux équipes ont du mal à la pression, les deux équipes ont des joueurs de ballon phénoménaux, et Mbappé contre Yamal. Je vois les deux buteurs d'ailleurs, je vois aussi Yamal buteur à 2,50. Je pense que ça va être un match très très fun à regarder. Avec deux équipes qui ont des problèmes, qui ont des soucis. Le Barça, c'est l'équipe la plus kiffante à regarder au monde parce que la meilleure attaque, une des pires défenses, beaucoup de risques pris dans leur approche, c'est fun. Et peut-être que le Real va capitaliser là-dessus. Ça va être un méga match, ça va être un gros kiff. On sera là demain pour en parler. Et ouais, j'espère pouvoir toucher aussi un mot de Naples Inter qui a un méga match en Italie. Et peut-être on fera une petite partie là-dessus au bout. Mais voilà, mon samedi a démarré très tôt pour faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer un très bon week-end, que vous allez kiffer demain. Moi, je vais kiffer. Ça va être un régal. Real-Barça, qui est-ce que vous voyez au-dessus sur le début de saison? Si le Real le fait, comme on a dit, niveau classement, ils prennent une très très belle option pour le titre, alors que début de saison, j'aurais misé beaucoup sur le Barça qui regagne la Liga. Genre vraiment, je les voyais nettement au-dessus. Là, attention à ne pas prendre trop de retard. Et mais bon, une victoire au Bernabeu, une de plus, 5e victoire d'affilée. Le Real n'a pas gagné depuis 1 an et demi dans un Classico, et il reprendrait la tête, et il mettrait un sacré coup derrière la tête de nos amis madrilènes. Et Xabi Alonso, déjà, aurait de grosses questions en face de lui. Si tu perds contre l'Atleti et contre le Barça, les deux gros tests de la saison, et les deux t'échouent vraiment fondamentalement, contre un Barça qui est encore une fois diminué, ce serait aussi une grosse interrogation
pour les Madrilènes. Donc ça va être top, il y a toujours beaucoup d'enjeux dans ces matchs. C'est ça qui nous fait kiffer. Le premier de la saison, le premier Classico de la saison, c'est vraiment spécial. Rendez-vous demain, 16h15 le coup d'envoi, donc j'imagine peut-être 19h, 19h30 le débrief. Rendez-vous demain pour ça les amis, d'ici là passez un excellent samedi et un très bon début de dimanche. On se dit à demain. Bisous.